Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ces 7 derniers jours, je vous propose de revenir tout d'abord sur la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Nouvelle-Zélande, alors que l'accord de libre-échange récemment adopté en première lecture par le Parlement néo-zélandais fait l'objet de vifs débats dans l'archipel. Nous irons ensuite en Corée du Sud où vient d'entrer en vigueur une série d'amendements controversés visant à lutter contre la désinformation, un texte qui inquiète néanmoins l'opposition ainsi que certains médias et ONG. Nous irons ensuite au Japon où les températures de plus en plus tropicales dues au changement climatique entraînent des pertes croissantes liées aux nécessaires ajustements des rythmes de travail. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Birmanie pour évoquer les difficultés liées à la conscription forcée et au déplacement des populations dans un contexte de guerre civile depuis le coup d'État du 1er février 2021. Le Premier ministre indien Narendra Modi a effectué en fin de semaine dernière une visite d'environ 24 heures en Nouvelle-Zélande, une visite historique selon son homologue néo-zélandais Christopher Luxon qui l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport le vendredi soir. La dernière visite d'un Premier ministre indien dans l'archipel remonte en effet à 1968 avec Indira Gandhi et à 1986 avec son fils Rajiv Gandhi. Modi et Luxon se sont entretenus le samedi matin dans le cadre d'une réunion sur différents sujets tels que les investissements, le commerce, la sécurité maritime, l'enseignement supérieur, les technologies ou encore le tourisme et le sport. Étaient notamment présents les ministres des Finances et de la Défense de la Nouvelle-Zélande et le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire des Affaires étrangères de l'Inde. Mais un des principaux sujets de discussion était l'accord de libre-échange conclu fin décembre entre les deux pays, un accord qui prévoit de supprimer les droits de douane sur 95% des produits d'exportation néo-zélandais à destination du marché indien et sur 100% des produits d'exportation indiens vendus sur le marché néo-zélandais. L'accord a été adopté en première lecture par le Parlement néo-zélandais, mais fait encore l'objet d'un vif débat et de critiques de la part notamment du ministre des Affaires étrangères Winston Peters, qui estime que l'accord cède beaucoup trop en matière d'immigration sans contrepartie suffisante pour la Nouvelle-Zélande. L'absence du chef de la diplomatie néo-zélandaise a d'ailleurs été remarquée, puisqu'il était en déplacement à Singapour et au Japon au même moment que la visite de Modi à Auckland. Autre sujet de controverse, une clause de l'accord selon laquelle le gouvernement néo-zélandais doit promouvoir les investissements en Inde. Modi a remercié à 2 reprises lors de son séjour l'engagement de la Nouvelle-Zélande à porter à 20 milliards de dollars américains les investissements privés en Inde d'ici 15 ans. Luxon, quant à lui, a réitéré qu'il s'agissait d'un engagement à promouvoir les investissements en Inde et vice-versa, tandis que les partis travaillistes et New Zealand First affirment que l'engagement néo-zélandais est irréaliste et presque impossible. Les 2 premiers ministres ont par ailleurs publié un communiqué conjoint qui affirme leur volonté de combattre le crime transnational et le crime organisé et notamment le trafic de drogue, les crimes financiers et les cybercrimes. En matière de défense également, les 2 dirigeants se sont engagés à approfondir les liens en matière de défense maritime, notamment à travers la conduite d'activités navales ensemble telles que des exercices navals conjoints. La version amendée de la loi sur les réseaux d'information et de communication est entrée en vigueur mardi dernier en Corée du Sud. Le texte, voté par l'Assemblée nationale en décembre 2025, vise à faire face aux dommages sociaux causés par la désinformation, les discours de haine en ligne et les contenus sensationnalistes ou les fausses informations qui peuvent être diffusés par des médias ou des créateurs de contenus tels que les youtubeurs à des fins de profit. Les amendements permettent notamment aux victimes de réclamer des compensations d'une valeur pouvant aller jusqu'à 5 fois les dommages causés par la propagation de fausses informations ou la manipulation d'informations. Les médias et les youtubeurs risqueront, en cas de récidive de diffusion de fausses informations, une amende pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 700 000 €.
Il s'agit également d'obliger les grandes plateformes à développer des procédures pour signaler et gérer ce genre de contenu, ainsi que les discours de haine et les articles contenant des discriminations. Mais les nouveaux amendements continuent de susciter le débat et d'être critiqués, notamment par le People Power Party, le principal parti d'opposition, ainsi que par des médias et des ONG, qui estiment que le texte pourrait conduire à une autocensure des journalistes. Des voix critiques du texte interrogent notamment sur la capacité des juges à distinguer le vrai du faux et pointent du doigt le manque de clarté quant à la compétence de déterminer si le contenu est faux ou le fruit d'une manipulation. Le PPP a d'ores et déjà déclaré vouloir soumettre une pétition constitutionnelle pour faire évaluer la constitutionnalité des amendements. Les étés de plus en plus chauds enregistrés au Japon forcent les entreprises à adapter les horaires de travail de leurs employés. Les températures et l'humidité de l'été à Tokyo atteignent désormais des niveaux comparables à ceux observés dans des villes d'Asie du Sud-Est, et le nombre d'heures de travail perdues à cause de la chaleur dans tout le pays dépasse désormais les 2,8 milliards d'heures par an. Un article de l'hebdomadaire japonais Nikkei Asia rapporte qu'avec l'augmentation du nombre de coups de chaleur, l'adaptation des rythmes de travail et la réduction de l'impact des températures élevées sur les travailleurs sont devenus des enjeux cruciaux pour le Japon. L'hebdomadaire cite l'exemple de l'entreprise de BTP Konoike Construction qui a mis en place un plan de prévention des fortes chaleurs sur les chantiers en réduisant le nombre d'heures de travail pendant les périodes de forte chaleur tout en maintenant le temps de travail global. Concrètement, cela revient pour les ouvriers à bénéficier de juillet à septembre de 9 jours de repos consécutifs par mois contre des samedis travaillés programmés à partir d'octobre lorsque les températures sont généralement plus basses afin de compenser les heures perdues. La productivité chute ainsi drastiquement en été, mais le taux d'accident du travail reste élevé. L'entreprise indique que le nombre de travailleurs victimes de coups de chaleur a ainsi doublé en 2025 par rapport à l'année précédente, ce qui a poussé la direction à modifier les horaires de travail sur plusieurs chantiers. Nikkei Asia cite également les données météorologiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, qui a analysé les conditions climatiques de différentes villes entre 2020 et 2025. Les données montrent que les températures et l'humidité observées à Tokyo en juillet et en août approchent les niveaux observés dans des villes comme Bangkok et Singapour et sont significativement plus élevées que celles des années 2000 et 2010, suggérant ainsi que la capitale japonaise devient progressivement une ville tropicale. Pour évoquer les coûts économiques considérables induits par la baisse de productivité due au changement climatique, une étude internationale menée par la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet a indiqué qu'en 2024, chaque travailleur japonais avait perdu en moyenne 42 heures de travail potentiel à cause de la chaleur, soit l'équivalent de 5 jours ouvrables. Un impact que l'on retrouve également dans d'autres pays du monde et notamment en Chine, où les ouvriers du secteur agricole et du BTP représentent une part relativement élevée de la population active et où chaque travailleur a perdu 96 heures de travail en 2024. L'article indique que les pertes économiques potentielles liées aux fortes chaleurs ont ainsi atteint les 1000 milliards de dollars en 2024 dans le monde. Un article publié le 9 juillet dernier dans Mizima, l'hebdomadaire birman indépendant fondé en exil par Soe Mint, un journaliste militant qui avait raconté son histoire dans la revue Asie-Pacifique en mars dernier, évoque les changements de la vie économique dans les villages de l'État Shan suite à la conscription et à la guerre civile qui continue de faire rage depuis le coup d'État militaire de février 2021. L'article rédigé par Antonio Graceffo rapporte à travers des témoignages que la politique de conscription est devenue une source de revenus pour les autorités locales, les familles devant payer des pots de vin mensuels pour épargner la conscription obligatoire à leurs proches. Le journaliste prend l'exemple d'une famille dont le revenu annuel oscille entre 915 et 1117 euros et qui doit payer l'équivalent de 41 euros par mois, soit 492 euros par an, en pot de vin pour que le fils aîné dont le nom figure sur la liste des conscrits n'ait pas à partir à la guerre. L'article évoque aussi l'augmentation du crime, avec des cambriolages, des vols et du trafic et de la consommation de drogue suite au manque d'opportunités professionnelles. Un chef de village du township de Moncton, cité dans l'article, explique que lorsque les villageois capturent un suspect, ce dernier est gardé au sein du village pour être sevré, mais peut aussi servir à être envoyé à la guerre à la place des villageois lorsque l'armée réclame des conscrits.
Enfin, l'hebdomadaire évoque les restrictions de déplacement qui touchent les personnes originaires des zones contrôlées par les rebelles et qui affectent les opportunités d'emploi de nombreux travailleurs saisonniers ou journaliers dans un pays où sont installés, dans ce contexte de guerre civile, de nombreux checkpoints militaires sur les routes. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.